Salut à tous, c'est Dan du Château et dans cet épisode, on continue la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir. Alors aujourd'hui, on va démarrer par le nouveau chapitre sur la politique et le surhumain. Avant de commencer ce chapitre, je tiens à vous rappeler que vous pouvez aller dans la description et visiter mon site. Sur ce site, il y a un peu de tout, des cours, des formations, des e-books, etc. Et surtout, vous avez premièrement une communauté premium qui vous coûte à peine le prix d'un café parisien par mois et qui vous apporte beaucoup de valeur puisque je vous offre un exercice philosophique ou rhétorique qui vous permet d'améliorer votre manière de penser et de parler. Donc, vous investissez en gros sur vous, sur la valeur que vous avez. Et vous avez aussi la newsletter de cette année qui porte sur comment créer un manifeste, à savoir comment trouver et choisir les valeurs qui vont diriger votre vie, afin d'être beaucoup plus cohérent et engagé vers la manière dont vous voulez voir le monde et potentiellement le changer. Ceci étant dit, on va commencer sur ce chapitre 3 entre la politique et le surhumain. Donc petit rappel, la compréhension de la psychophysiologie nous a permis de mieux cerner la psychologie du surhumain, mais aussi la nécessité et la manière de trouver des valeurs en faveur de la vie. Il nous faut maintenant voir comment mettre en pratique tout cela à travers la notion de politique. Quelle politique de l'avenir pour faire advenir le surhumain? Il me semble que la politique en vue du surhumain doit se calquer sur la psychophysiologie nietzschéenne, c'est-à-dire sur la logique du corps et son rapport hiérarchique et de domination. Je pense qu'il faut calquer le système communautaire du corps sur la politique et donc sur la communauté de relations interhumaines ne faisant qu'un corps. On va donc commencer par une première partie sur le philosophe authentique et la philosophie de l'avenir. Il faut avant tout des moyens et une armée de nouveaux psychologues, de philosophes médecins, en charge de cerner en profondeur les problèmes de nos valeurs actuelles. Mais comme Nietzsche le dit au paragraphe 45 de Par-delà bien et mal, les fins limiers se font rares et les savants perdent leur flair dès qu'il faut s'aventurer dans certaines profondeurs. Cela permettra aussi de transformer la société vers le mieux, je cite, en lui donnant un miroir, une conscience d'elle-même. Fin de citation. C'est ce que dit Nietzsche au paragraphe 37 de la deuxième section d'Humain trop humain, car c'est en ayant conscience des choses que nous pouvons dès lors agir dessus. La grande question de la politique que on peut se poser n'est autre que quelle manière de vivre nous assurera un avenir. Car c'est bien d'une certaine manière de vivre dont il est question, et le surhumain n'est autre que la bonne réponse, qu'importe ce qu'elle est. La philosophie selon Nietzsche doit donc être tout entière orientée vers l'avenir. Voici un passage d'Ainsi parlait Zarathustra qui prendra tout son sens une fois que j'aurai terminé mon développement. Je cite, donc issu d'Ainsi parlait Zarathustra sur les îles bienheureuses. Pourriez-vous créer un dieu? Alors cessez donc de parler des dieux quels qu'ils soient. Mais vous pourriez, certes, créer le surhumain. Peut-être pas vous-même, mes frères, mais vous pourriez vous transformer en père et en ancêtre du surhumain, et que ceci soit le meilleur de votre œuvre. Fin de citation. La première étape du périple surhumain nietzschéen est la psychophysiologie, en vue de trouver les valeurs à privilégier pour intensifier la puissance et la vie de l'humain. La seconde étape est ainsi très logiquement la mise en pratique de ces valeurs. Nietzsche a une idée très précise de la manière dont il faut procéder pour faire advenir un homme qui mérite de vivre, un surhumain. Selon lui, c'est par la méthode de l'élevage et de la sélection. Il faut diriger l'humanité de sorte qu'elle se dépasse. Lorsque Nietzsche dit, je cite, que périssent les faibles, fin de citation, il signifie que seuls ceux qui supporteront les nouvelles doctrines pourront vivre. Le pessimisme et le nihilisme déclenchés sur les siècles les plus récents ne sont pas mauvais en soi, car cette vague, aussi intense et profondément douloureuse soit-elle, permet au plus fort de s'élever, de se dépasser par cette lourde épreuve. C'est en quelque sorte une sélection qualitative pour Nietzsche qui, je cite, permet de mettre fin à cette épouvantable domination de l'absurde et du hasard qu'on a appelé jusqu'à présent histoire. Fin de citation. C'est pourquoi Nietzsche dit dans la troisième partie d'Ainsi parlait Zarathustra
que l'homme a besoin du pire en lui s'il veut atteindre le meilleur, notamment car l'homme a besoin d'une très grande richesse souterraine pour devenir expression de la volonté de puissance. Il dit de même ici, je cite, tout ce qui, chez l'homme, tient de la bête de proie et du serpent sert tout aussi bien à l'élévation du type homme que son contraire. Fin de citation. Le philosophe, celui que Nietzsche souhaite authentique, doit donner naissance à une culture favorable à l'épanouissement de la vie humaine. Le surhumain n'est autre que l'homme en parfaite harmonie avec la vie, et on doit alors voir ce qu'est la culture pour Nietzsche. Elle est en rapport avec le jeu interpulsionnel qui nous régit, nos préférences, notre manière de penser, de voir et de juger la vie, ainsi que les valeurs qui entourent notre réalité. Mais la culture est autre chose. Elle est la fixation des valeurs qui régissent une société. De même que le corps advient par la hiérarchisation des instincts et la communication entre ceux-là, la politique devra être hiérarchisée et communicante entre toutes les parties. Dit autrement, la culture est une interprétation unifiée de la réalité pour une communauté donnée. Si le philosophe d'avant ramène l'inconnu au connu par amour de la stabilité et la peur de l'incertain, il faut cependant au nouveau philosophe le courage et la volonté de se plonger dans l'inconnu tout en s'interdisant un quelconque réflexe métaphysique. Le philosophe doit devenir chercheur de valeurs et d'interprétation. Pour Nietzsche, le nouveau philosophe doit être un aventurier. Ce nouveau philosophe devra non seulement, comme je l'ai dit avant, traiter des valeurs favorables à la vie, mais il devra aussi réfléchir à la manière la plus juste de traduire les valeurs qu'il aura trouvées sous forme d'instinct. Il devra donc chercher comment les incorporer dans le jeu souterrain du corps. Ce nouveau philosophe a donc pour tâche de diriger l'homme vers son avenir, vers le surhumain. En effet, je cite, le philosophe tel que nous l'entendons, nous autres esprits libres, comme l'homme dont la responsabilité s'étend le plus loin, dont la conscience embrasse le développement complet de l'humanité, ce philosophe se servira des religions pour son œuvre de sélection et d'éducation, de même qu'il se servira des conditions fortuites de la politique de son temps. Fin de citation. Et j'enchaîne sur une autre citation. L'avenir est ce qu'il y a de plus lointain, que ce soit pour toi la cause de ton aujourd'hui. Fin de citation. Alors la première citation, je l'ai prise de Par-delà bien et mal, au paragraphe 61 sur la religion, et la deuxième citation, je l'ai prise dans Ainsi parlait Zarathustra, partie 1, de l'amour du prochain. Bref, c'est ça ce que Nietzsche appelle le philosophe de l'avenir, un esprit des plus libres parmi les esprits libres, indépendant, explorateur, courageux. Le philosophe de l'avenir n'est autre qu'un philosophe utilisant les instruments de la psychologie, de la physiologie et de la philologie afin de légiférer en vue d'un avenir joyeux. Le philosophe doit être un esprit libre et bien plus. Mais qu'est-ce que ça signifie être un esprit libre aux yeux de Nietzsche ? C'est en partie ce que Nietzsche appelait être un inactuel. Auparavant en tout cas. C'est-à-dire qu'on est un esprit libre lorsque on pense contre son temps, ou dit autrement, lorsque on pense différemment de ce que nous serions censés être amenés à penser au vu du conditionnement que nous fait subir la culture de notre époque, ainsi que notre pays, notre milieu social, etc. Nietzsche dit ici, je cite, « On qualifie d'esprit libre quelqu'un qui pense autrement que l'on ne s'y attend de sa part en raison de sa provenance, de son milieu, de sa classe et de sa fonction, ou en raison des opinions qui prédominent à son époque. Il est l'exception, les esprits liés sont la règle. » Fin de citation. Donc par esprit lié, il semble qu'il faille entendre en tout cas esprit conditionné ou encore entravé. Il dit qu'il faut que le philosophe de l'avenir aille par-delà son temps, mais aussi qu'il dépasse le dégoût qu'il éprouve envers son époque afin d'ouvrir une brèche et de plonger à la recherche de l'avenir. On peut aussi observer qu'il y a un certain lexical de la gravité. Notamment, je vous invite à lire le paragraphe 380 au 5e livre du Gai Savoir. Et ce champ lexical de la gravité, je pense qu'il faut le comprendre de la manière suivante. Tout ce qui est lourd et pesant correspond à quelque chose de décadent,
de descendant contre la vie, pour la mort, alors que tout ce qui est léger, dansant, virevoltant et ascendant est à prendre pour la vie. Alors là, je grossis un peu le trait, j'expliquerai un petit peu plus en détail les nuances, parce que chez Nietzsche, il y a aussi une bonne lourdeur, pas juste une mauvaise lourdeur, et certes, il y a une bonne légèreté, mais il existe aussi une mauvaise légèreté. Donc je mettrai ces nuances-là dans mon ouvrage à l'écrit, et donc vous l'aurez une fois que je l'aurai fini. Et j'ai encore pas mal de boulot en toute honnêteté. Alors je pense aussi que passer par-delà le dégoût envers son époque, c'est une manière de parler de l'éternel retour, qu'on verra en détail au prochain chapitre qui portera justement sur le temps. Bref, la tâche suprême du philosophe, tout comme le disait déjà Platon dans La République, c'est de légiférer. C'est à lui que nous devons donner la clé de notre avenir si on veut potentiellement avoir un avenir. Il doit être l'observateur le plus fin qui soit, et d'observateur, il doit ensuite devenir créateur, afin que les prochaines valeurs qui soient mises en place puissent être en faveur de la vie, et ce sur le long terme. Le philosophe doit aiguiser les valeurs, il faut que sa lame soit fine et tranchante, il doit posséder, je cite, l'art d'aiguiser des sentences. Fin de citation. Et cela ne se fera qu'avec une bonne lecture des textes. Je cite encore, par philologie, on doit entendre au sens très général l'art de bien lire, savoir déchiffrer des faits sans les fausser par l'interprétation, sans perdre dans l'exigence de comprendre la prudence, la patience et la finesse. Fin de citation. Parce que c'est effectivement par la philologie qu'un philosophe authentique peut décrypter le texte des choses. Il le dit aussi au paragraphe 270 de la 5e section d'Humain trop humain, au tome 1, mais il faut comprendre que chez Nietzsche, la philologie n'est une bonne arme que lorsqu'elle est dans les mains d'un philosophe et non d'un philologue traditionnel. Aussi, un système philosophique est le résultat de l'interprétation victorieuse d'un instinct chez un individu. Lorsqu'il est avancé que Nietzsche est anti-système, c'est à la fois vrai et faux. Il est contre le fait de s'enfermer dans un système, car s'y enfermer est contraire à l'esprit libre du voyageur, mais il n'est pas contre l'émergence de ces systèmes. En effet, une pluralité de systèmes permet de naviguer à travers chacun d'eux librement. De plus, un système peut être vu comme un très bon moyen d'éducation, si celui-ci, après étude, se trouve être favorable à la vie. Nietzsche dit, je cite, « La raison de l'éducation exigeait que, sous une contrainte de fer, un de ces systèmes fût paralysé pour permettre à un autre de manifester sa force, de devenir vigoureux, de devenir maître. » Fin de citation. Une fois encore, il faut prendre l'exemple sur les échanges pulsionnels pour nos échanges communautaires et notre politique. Ici, pour l'éducation. L'éducation, selon Nietzsche, doit être développée sur une longue durée. Il pense que celle-ci doit se faire dans la logique de l'obéissance et de la domination, et que celle-ci passe par l'esclavage, terme provoquant mais à nuancer. Évidemment, c'est pas apprendre au sens commun d'esclavagisation d'autrui pour son compte personnel, mais au sens d'aide à l'épanouissement de l'homme. C'est pourquoi il dit, et je trouve ça important de citer ce passage aussi, il apparaît clairement, pour le dire encore une fois, que la chose principale au ciel et sur la terre, c'est d'obéir longtemps et dans la même direction. Cette tyrannie, cette arbitraire, cette sévère et grandiose sottise, notamment le schéma chrétien servant à expliquer tout événement, ont éduqué l'esprit. Il apparaît que l'esclavage est, soit au sens strict, soit en un sens plus subtil, le moyen indispensable de discipline et d'éducation intellectuelle. Vous retrouvez ça au paragraphe 188, Histoire naturelle de la morale, dans Par-delà bien et mal. Donc la théorie ne doit pas être dissociée de la pratique selon Nietzsche. Comme je l'ai dit, chaque système philosophique n'est que l'expression de l'instinct dominant chez un philosophe. De ce fait, la théorie peut être un instrument de contrainte et de domination en vue de former des individus de par son système de valeurs, ce qui permet de modifier le prisme de la réalité des individus ainsi que leur forme d'existence. De plus, les valeurs auxquelles nous adhérons ont de l'importance à nos yeux
du fait qu'elle nous oriente vers un quelque chose, vers un avenir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à vous abonner aussi. Dans le prochain épisode, on parlera de la question du régime. En attendant, je vous conseille encore une fois d'aller voir tous mes liens en description. Si vous souhaitez gagner en autonomie mentale, c'est-à-dire si vous souhaitez mieux parler et mieux penser, et donc mieux vous défendre, eh bien vous pouvez rejoindre ma communauté premium où je donne encore une fois un exercice par semaine qui vous permet d'affiner vos compétences soit dans l'art de bien parler, soit dans l'art de bien penser. Vous pouvez aussi encore une fois rejoindre ma newsletter qui est sur la manière de créer son manifeste cette année, à savoir essayer de trouver les maximes, les valeurs qui dirigeront votre vie de manière cohérente. Et enfin, si vous avez envie d'une indépendance aussi financière, je vous conseille de regarder mes liens dans la description et d'aller voir notamment mon courtier de Giro. Si vous passez par mon lien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui n'est pas rien pour bien débuter. De même, vous pouvez aller sur mon lien pour miner du Bitcoin avec GoMining. Vous avez aussi un lien vers Ledger si vous avez besoin d'un hard wallet. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Et n'oubliez pas, vous êtes souverain dans vos actes.